À présent, osons le monde. Malgré la conjoncture actuelle, gardons l'espoir et surtout notre optimisme pour les générations futures. Alors, comment préparer les prochaines générations à un terrain de jeu mondialisé? Nous allons voir ça tout de suite grâce à une table ronde animée par Muriel de Saint-Sauveur, que j'invite à me rejoindre. Muriel, directrice de l'agence internationale marketing et communication en charge de la diversité pour Mazars. On peut l'applaudir. Donc Muriel va animer cette table et vous serez accompagnée d'Alice Guillon, directrice générale de la Schema. Laure Casalini, directrice générale Supinfo Game. Bonjour. Et Alexis Massard, directeur ESPOL, Université catholique de Lille. Je vous laisse prendre place. Soit... Non, je vais vous en donner d'autres. On prend les chaises rouges finalement. Venez. On va s'asseoir là. Je pense qu'on va être plus confortable. Moi, je refuse aussi les chaises blanches. Chacun sa couleur. Tenez. Voilà, alors on nous a parlé de société apprenante. Eh bien, justement, ça va être le sujet de notre table ronde. Comment allons-nous former les jeunes à cette société apprenante? Alors, pour parler de ce sujet, moi, je suis très fière d'avoir une table ronde absolument fantastique parce que, pour une fois, je vais commencer par l'homme. Alexis Massard, vous êtes directeur de l'ESPOL, qui est donc la nouvelle école européenne de sciences sociales et politiques, European School of Political and Social Science, qui vient d'être créée à Lille. Alice Guillon, vous êtes directrice générale de Schema Business School, qui est la réunion de l'ESC Lille et le CERAM de Nice. Et puis Laure Casalini, vous êtes la directrice générale de Supinfo Game, qui est une école de jeux vidéo. Alors vous avez été le plus jeune doyen. Vous êtes une des premières ou rares femmes à diriger une école, une business school, donc c'est encore un milieu assez machiste, j'imagine. Et vous, les Indiens sont allés vous chercher en disant que vous étiez fantastique, donc vraiment un panel assez extraordinaire. Alors, on a entendu que nous étions dans une société apprenante. On a entendu que le nombre d'étudiants chinois était équivalent au nombre d'habitants au Canada. Bon, je ne pense pas que ce soit très inquiétant. Moi, ce que je vois, c'est que les écoles, aujourd'hui, se sont largement internationalisées. Vous êtes complètement mondial, vous allez nous en parler. Vous êtes dans le monde entier. L'individu, vous, moi, nous sommes désormais porteurs de nos valeurs et on se transporte avec nos valeurs, notre religion et notre culture partout où nous allons. Donc, dans un monde de nomades. Bien ce que nous allons vivre. Et puis, en 2030, si on se projette, même si on nous a dit qu'il fallait penser au présent pour penser le futur. En 2030, le monde comptera 8,3 milliards d'individus, dont 60% de jeunes de moins de 30 ans. On sera vraiment vieux, nous, enfin moi en tous les cas. Et la moitié de la population vivra en Asie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va aborder ce monde? Moi, j'ai envie de poser une première question. Alors, je commence par les jeux, parce que finalement, quand même, c'est assez sympathique. Qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants? On apprend à jouer, on apprend à travailler, on s'éduque en jouant. Et finalement, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde utilise ces nouvelles technologies que nos petits-enfants, maintenant, utilisent tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette innovation? Donc, je vais répondre à la première question. En fait, on apprend avant tout aux étudiants à concevoir des expériences interactives nouvelles. Le jeu vidéo est en train et s'est développé énormément depuis 2005 avec l'arrivée de la Wii. Et on a vu qu'en fait, le public et les joueurs n'étaient pas simplement des hardcore gamers, hein, les garçons entre 18 et 23 ans qui jouaient seuls dans leur chambre. Mais en fait, la Wii a permis l'accessibilité en fait, du jeu vidéo à un public beaucoup plus large. Et on se rend compte que le média interactif est un média qui aujourd'hui s'ouvre non seulement au jeu et au divertissement, mais est en train de conquérir de nouveaux domaines comme l'enseignement, comme la formation. Et bien évidemment, on parle énormément de serious game.
Donc, ce qu'on apprend à l'école, en fait, les candidats et mes étudiants savent jouer, hein, c'est la raison pour laquelle ils sont à Supinfogame. On leur apprend en fait à concevoir des expériences de jeu interactives en fonction d'une cible spécifique, puisqu'on a différents domaines de réalisation, on a différentes plateformes, on a différentes manières de jouer. On ne joue pas dans son salon de la même manière que dans le métro sur un téléphone. Et bien sûr, la volonté et l'enseignement à Supinfogame, c'est de réaliser des réalisateurs. Le titre, le diplôme s'intitule réalisateur vidéoludique. L'objectif étant d'en faire les concepteurs de jeux de demain, que ce soit des jeux sérieux ou non. Pour une première étape. Vous dites que c'est un sujet qui est effectivement... en ce qui concerne la France, nous sommes créateurs, vous m'avez dit. Donc nous avons des idées, mais il nous manque le fait de pouvoir diffuser et industrialiser ces idées. Est-ce que c'est cela? Alors, sur l'idée créative, enfin, je pense qu'on le sait tous ici, on est très conscient que les Français, et ça je pense que c'est une culture qui nous est propre et depuis des siècles, on a cet esprit critique qui nous permet d'être extrêmement créatifs. Effectivement, quand je vois, on a donc un partenariat, on a une école en Inde qui a été créée en 2008. On a effectivement été sollicité par des Indiens pour installer notre modèle pédagogique en Inde. Et la difficulté première que l'on rencontre, c'est que les étudiants indiens ne sont pas du tout formés intellectuellement comme peuvent l'être les Français. Et en fait, l'apprentissage, ils s'attendent surtout à apprendre par cœur. Donc, ils sont dans une logique d'apprentissage par cœur. Donc, leur parler de création, leur parler en fait d'innovation et de chercher des nouveaux gameplays dans les systèmes de jeu, on les perd assez rapidement. Ils sont capables de répéter et de refaire les systèmes de jeu existants. Ils ont beaucoup plus de difficultés à créer. Donc, en fait... Ça, c'est une vraie caractéristique qui est identifiée comme telle. Il est vrai, je le rappelle, mais c'est quand même, tout le monde le sait, on a quand même des leaders mondiaux du jeu vidéo en France. Je vais parler d'Ubisoft, de Gameloft, qui sont de très très belles sociétés, qui rayonnent dans le monde entier et dont les produits sont joués aussi bien en Asie qu'aux États-Unis qu'en Europe. La conception de ces jeux, et en fait on parle d'une industrie créative qui aujourd'hui représente un chiffre d'affaires colossal, puisqu'on le sait, le chiffre d'affaires du jeu vidéo dépasse celui du cinéma. On parle de 52 milliards de chiffre d'affaires en 2012. Donc on est vraiment sur des enjeux économiques qui sont extrêmement importants. Et pour avoir visité une école il y a à peine 15 jours en Asie, j'étais donc à Singapour, effectivement il y a un dynamisme à Singapour. Il y a une volonté, mais extrêmement active, ce qui est une volonté également de la région Nord-Pas-de-Calais, mais je pense que la mentalité d'entrepreneuriat n'est peut-être pas aussi développée en France qu'elle ne l'est dans certains pays d'Asie, mais en tout cas, il est clair qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition de ces jeunes créatifs à Singapour qui permettent en tout cas une agilité et une adaptabilité assez importante, assez réactive, et qui donc permettent à ces jeunes entrepreneurs, jeunes étudiants qui ont l'intention de créer leur entreprise, de se positionner sur les nouveaux marchés. Là, on va parler de téléphones mobiles, les smartphones, de nouveaux types de jeux, de nouveaux modèles économiques grâce à ces nouveaux types de jeux sur smartphone et qui permettent à des sociétés qui existent depuis 5 ans d'avoir des chiffres d'affaires assez colossaux et très rapidement. Donc ça dépasse le chiffre d'affaires du cinéma. Ça, c'est complètement nouveau pour nous tous. Alors, moi, j'ai un problème de culture, parce que vous venez d'évoquer la culture, et de former des Indiens, c'est pas la même chose que de former des Français. Je voudrais poser la question à ma voisine, Alice. Vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle, économique, pardon. Votre école est récente, donc, puisque elle est née il y a 3 ans. Je rappelle que c'est la fusion de l'ESC Lille avec le CERAM de Sophia Antipolis, dont vous étiez la directrice générale précédemment. Mais qu'est-ce qui vous fait tous courir comme ça dans le monde entier? Je veux dire, on sait qu'en 2030, on vivra plus en Asie. On sait que toutes les entreprises, et la mienne, Mazars, est tout à fait dans ce cas, puisque nous sommes présents dans 70 pays, nous avons besoin de nomades et de personnes qui savent vivre dans le monde. Mais qu'est-ce qui vous fait tous courir et comment vous voulez former ces jeunes? C'est une bonne question parce qu'on ne court pas tous en fait. Il faut comprendre qu'effectivement il y a un grand changement qui est radical, monsieur l'évoquait tout à l'heure. On est dans une économie qui ne marche
qu'avec du changement et une économie largement fondée sur la connaissance. Dans l'éducation, nous étions restés un petit peu à part, j'allais dire, de toutes les évolutions type globalisation qu'avaient connues d'autres industries. Aujourd'hui, enfin ça fait quand même une trentaine d'années, mais on a toujours un petit temps le temps académique est toujours un temps très long. Nous commençons effectivement à réagir, c'est-à-dire à nous globaliser nous-mêmes. Alors pourquoi je dis nous ne courons pas tous? Parce que alors, nous sommes une école de business à Schema. Si elle est récente, en fait, ses racines sont historiques, plus de 120 ans d'ailleurs ici à Lille. Et dans la création de cette école, l'idée a été de promouvoir un projet global. Alors pourquoi? Parce que les acteurs dans le business, on a environ 14 000 écoles de commerce dans le monde qui délivrent des diplômes de niveau master en management. Seulement 3% ont une vraie stratégie de globaliser. Les autres sont très internationales, c'est-à-dire qu'elles exportent des étudiants à l'étranger, elles importent des étudiants étrangers, mais en tout cas, il n'y a pas de vraie stratégie encore de pénétration sur des marchés étrangers et de vraiment profiter de cet effort de globalisation. Seulement 2 ou 3% d'entre elles. Alors effectivement, nous en faisons partie. Alors ce qui nous fait courir, au fond, c'est, et encore une fois, je rebondis sur la présentation précédente, former des talents dans une économie de la connaissance, c'est pas du tout la même chose que former des talents dans une économie qui était plutôt, on va dire, fondée sur l'industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les connaissances et les compétences des jeunes tels que nous les formons sont devenus les avantages compétitifs des entreprises de demain. Donc, les former au management dans cette économie de la connaissance, ça requiert des changements profonds, à la fois dans le projet pédagogique, dans le projet structurel des écoles ou des universités et dans notre façon de les exposer à ce nouveau monde. Et effectivement, les exposer, ça veut dire les accompagner à vivre dans des territoires qui ne sont pas les leurs, et puis surtout à casser les cloisons que nous avions dans nos enseignements un petit peu historiques, c'est-à-dire des disciplines scientifiques bien balisées, des groupes de recherche bien balisés sur des thématiques très précises. Aujourd'hui, les entreprises nous le montrent, on travaille dans l'interdisciplinarité, on travaille plutôt à l'horizontale qu'à la verticale, et on travaille dans le monde entier. Et donc, former des étudiants selon les mêmes façons de faire depuis des vieilles bonnes recettes d'il y a 3000 ans ou peut-être 300 ans, en tout cas, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il leur manque des choses. Et ce qui nous fait courir, c'est aujourd'hui créer une école pour former les talents de l'économie de la connaissance, c'est se reposer les questions de quel programme on doit développer, comment les exposer pour profiter de la globalisation, pas seulement aller à la limite prendre un cours de finance en anglais dans une université chinoise, c'est la même chose que d'aller prendre le même cours de finance dans une université canadienne demain matin lors d'un échange. Mais les exposer culturellement sur le plan social, sociétal, leur apprendre les codes, aller au-delà de la formation simple au management, je pense que c'est aujourd'hui notre challenge et c'est véritablement notre capacité à leur ouvrir ce monde de l'économie de la connaissance et à réduire au fond, à développer leur apprentissage, mais à réduire le besoin d'apprentissage qu'ont les entreprises quand ils les recrutent, parce qu'elles n'ont pas le temps et parce qu'au fond, elles ont besoin de ces talents directement opérationnels. Donc concrètement, si je suis dans votre école, je vais passer un certain nombre d'années dans différents pays. Complètement. Et je vais comprendre vraiment comment ça marche dans ce pays-là? Absolument, c'est-à-dire qu'au-delà, si vous voulez, des simples mécanismes d'échange qui touchent 98% des business schools ou des universités dans le monde, aujourd'hui, il n'y a pas une école qui n'a pas une centaine d'échanges avec des partenaires. Créer un campus dans ces pays-là, nous sommes installés à Suzhou, près de Shanghai, dans le technopôle de Raleigh, en Caroline du Nord, ça signifie d'autres choses, c'est-à-dire ça signifie comprendre la globalisation du point de vue de la régionalisation qui est son corollaire, c'est-à-dire plus on va se globaliser, plus on va voir émerger des tendances régionales très fortes à l'intérieur des pays et qui dépassent largement les frontières. Ça signifie comprendre comment travailler, comment évoluer, comment vivre sur le plan personnel et professionnel dans ces différentes régions. Et au-delà de se dire je suis allé passer 6 mois à Shanghai et puis c'était sympa parce que j'ai passé 6 mois à New York, c'était sympa aussi, on a retrouvé les mêmes, c'est comment comprendre en fait les mécanismes de création de connaissances dans ces régions. On ne parle pas la même langue dans ces différentes régions. Et au-delà de ça, il n'y a pas la même culture sociale et sociétale. Et il faut véritablement savoir ce que signifie le management en Chine. Le mot management ne signifie absolument pas la même chose que management aux États-Unis ou management en Amérique latine. Donc ça veut dire qu'on va vraiment au-delà, on casse les disciplines, on est plutôt dans de l'interdisciplinarité et dans un approfondissement, une exposition qui va au-delà, j'allais dire, de l'éducation, du management.
D'accord. C'est vrai que c'est absolument indispensable parce que je suis bien placée pour le savoir. Chez Mazars, tout ce qui capote, ce sont les fusions dans lesquelles on a oublié la culture, dans lesquelles on a oublié de passer du temps sur je comprends l'autre et j'oublie mes propres principes pour comprendre ceux des autres. C'est là où ça ne marche pas. Alors Alexis, on dit de vous que vous êtes un doyen entrepreneur, comme si le fait d'être un doyen empêchait d'être entrepreneur ou entrepreneur d'être un doyen. Comment fait-on aujourd'hui pour allier les deux, puisque vous êtes aussi dans cette démarche de la création de cette nouvelle école qui a été lancée il y a 2-3 jours. Le 12 septembre. Voilà, nous sommes donc tout à fait dans la pointe de l'actualité. Comment fait-on pour allier les deux? Et est-ce que finalement vous ne voulez pas trop ressembler aux entreprises? Voilà, ça fait beaucoup de questions en même temps. Alors déjà, tout d'abord, le terme doyen, qui est toujours celui que j'ai aujourd'hui, puisque je suis doyen de la faculté libre de droit de la Cato de Lille depuis 10 ans, avec une ouverture sur Toulouse en 2007 et une ouverture sur la région parisienne en 2009. Et c'est à partir de cette fac que j'ai créé ESPOL, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Alors c'est vrai que doyen en France, c'est un terme qui peut apparaître un peu désuet, on ne sait pas trop ce que c'est, ce que ça représente. C'est vraiment dans l'univers du public qu'on utilise ce terme, dans les facultés publiques, qui par définition trouvent plutôt leurs ordres venant du ministère, alors que doyen d'une fac privée, là je me rapproche beaucoup plus des fonctions occupées par mes deux voisines qui sont directrices générales d'une école. C'est à ça que correspond le terme de doyen dans une fac privée. C'est-à-dire qu'il doit tout gérer comme vous gérez tout dans vos écoles respectives. Donc voilà un petit peu ce que ça représente, avec les problèmes que ça peut quand même occasionner au niveau familial, puisque doyen, effectivement, ça apparaît, et c'est initialement le plus âgé dans le grade le plus haut, qui devenait le patron. Donc mon épouse, dans certaines réunions qu'elle peut avoir, précise que je ne suis pas forcément aussi vieux qu'on peut l'imaginer, et en tout cas qu'elle n'a pas épousé un vieux riche pour pouvoir préparer ses vieux jours à elle. Donc plus sérieusement... Vous étiez le plus jeune, on l'a dit. J'étais le plus jeune, oui, j'avais 33 ans à l'époque. On me dirait dans une université catholique, ça a du sens d'être élu à 33 ans. C'est un chiffre qui porte bonheur, me semble-t-il. Alors, comment gérez-vous cette nouvelle école? Comment je gère cette nouvelle école? Comment gérez-vous cette nouvelle école et comment faire en sorte pour que les entreprises recrutent vos étudiants, mais qu'en même temps, vous ne soyez pas complètement calés sur les demandes des entreprises, pour ne pas faire des clones? C'est par le dialogue. Enfin, il faut clairement oser laisser rentrer les entreprises dans nos établissements pour discuter, comme il faut oser nous-mêmes aller dans les entreprises, voir comment ça fonctionne. On a longtemps vécu dans l'université française, alors c'est en train d'évoluer fort heureusement, sur la volonté de former pour former. C'est très bien. Et on formera ainsi de bons chercheurs pour l'avenir dans certains domaines très, très particuliers. En attendant, notre mission principale, me semble-t-il, est quand même de préparer les futurs employés de demain, les futurs cadres. Et quand on est dans l'enseignement supérieur, on est aussi sur la formation du top management. Donc on a là une obligation qui est de connaître le milieu vers lequel on va envoyer nos jeunes. Si je ne dialogue pas avec des chefs d'entreprise, comme j'ai l'occasion de le faire depuis 10 ans, et puis honnêtement sur la région, on a pas mal de chefs d'entreprise vraiment impliqués. Alors, la Cato a été créée par des chefs d'entreprise à l'époque, donc forcément c'est un peu dans notre ADN, mais l'ensemble des écoles participent bien de ce dialogue. Donc si on ne discute pas avec eux, si on ne confronte pas leurs attentes aux nôtres, comment arrive-t-on vraiment à bien préparer le jeune? Nous, notre engagement et notre passion, c'est de faire en sorte que les jeunes, en qui il faut oser avoir confiance, très clairement. Vous avez pu voir les petits jeunes d'ESPOL tout à l'heure sur l'estrade, ils sont mignons, ils sont tout beaux, ils sont tout frais, ils arrivent, ils vont nous faire des trucs absolument fantastiques. Donc il faut oser avoir confiance en eux et oser ce dialogue pour les préparer à une vie professionnelle de qualité, épanouissante, qui leur permettra à côté d'avoir une vie personnelle tout aussi épanouissante. C'est ça notre job. Et donc il faut ce dialogue permanent avec le monde du travail. Alors il y a une question que je voudrais poser à vous trois, parce que Michel Serres appelle ça le concept de la petite poussette, c'est-à-dire l'étudiant qui arrive ou toute personne qui arrive en ayant lu les 3/4 du cours et en sachant autant que vous. Comment forme-t-on aujourd'hui un professeur à ce genre de sujet? Comment fait-on? Il faut commencer par le déformer. Alors Alexis, vous vous déformez. Il faut commencer par le déformer, qu'il oublie un petit peu son mode de fonctionnement habituel et lui dire que finalement, en évoluant dans sa propre pédagogie, il va lui-même évoluer. Parce qu'il va s'adapter plus facilement au mode de fonctionnement des jeunes qui nous rejoignent.
les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus ceux que nous étions nous il y a quelques années. C'est très clair. Nous datons plus du siècle dernier. Donc eux ont la chance de faire des études dans le siècle actuel. Donc il faut avancer dans ce sens et donc expliquer à l'étudiant, à l'enseignant que évoluer dans ses pédagogies va lui faire évoluer lui-même et le rendre en capacité de mieux passer son message vis-à-vis des étudiants. C'est la première chose à lui expliquer, me semble-t-il. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez, Laure ? Pour Super Info Game, en fait, tous nos intervenants sont des professionnels, donc n'ont pas été formés à l'enseignement aux différents métiers du jeu vidéo. Et on fait appel à une équipe de professionnels qui, en fait, s'intéressent à la transmission de leur savoir, à la transmission de leur savoir-faire également, puisque beaucoup de la pédagogie à l'école est orientée vers la réalisation de projets. C'est vrai que c'est clé aujourd'hui. On parle de la relation avec les entreprises. Les entreprises viennent effectivement enseigner énormément au sein de l'école, donner des travaux aux étudiants. Et il y a une dynamique qui est vraiment une dynamique du faire. Et c'est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est crucial. Donc en fait, on a des intervenants qui ne sont pas formés à l'enseignement en tant que tel, mais qui sont des professionnels qui souhaitent en fait enseigner, partager leur savoir de manière à avoir effectivement des étudiants qui, à la sortie de l'école, sont parfaitement opérationnels et donc sont capables de travailler immédiatement en entreprise. Donc c'est un peu un mentor, un expert qui essaie de vous apprendre à choisir l'information, parce que l'information est là, mais quelle est la bonne ? Quelle est votre opinion sur cette question ? Moi, je partage totalement ce qui a été dit. Je crois que dans la théorie de l'apprentissage, il y a un moment donné, effectivement, l'apprentissage en double boucle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, on change nos façons de faire et on apprend mieux en changeant les systèmes eux-mêmes. C'est vrai que la confrontation avec le milieu professionnel et dans nos écoles, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on ne forme des talents que pour les mettre à disposition des entreprises. Et par ailleurs, je pense que l'interdisciplinarité, casser un petit peu les cloisons, permet aux professeurs de changer aussi de braquet en matière d'éducation et de se dire qu'il y a quand même d'autres choses. Après, la confrontation avec les étudiants, c'est une réalité. Ils sont d'une nouvelle génération. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ils nous forcent et ils forcent les enseignants à transformer complètement leur pédagogie, leur mode d'apprentissage. Et pour répondre à votre question, j'allais dire d'un métier qui était plutôt autour de la répétition, c'est-à-dire qu'on crée de la connaissance et puis on allait répéter au fond un nombre de fois incalculable pour que ça rentre bien dans la tête des apprenants. Aujourd'hui, toute l'information est disponible. Les étudiants, ces jeunes générations ont accès, moi je suis tout à fait d'accord avec la poussette, là ils ont accès à une information colossale, mais ça ne reste qu'une information. C'est-à-dire que le temps de transformation en connaissance est un temps qui est long, et là il faut que l'étudiant devienne acteur de sa formation, il le souhaite, et du coup le rôle du professeur devient plus un rôle d'expertise, c'est-à-dire qu'il est là pour essayer de rendre pertinente cette information, la remettre dans le contexte et travailler sur la méthode d'apprentissage avec l'étudiant plutôt que d'annoncer, on va dire, systématiquement des choses qui ont déjà été lues et relues par ces mêmes étudiants et qui, eux n'ayant pas la capacité en fait de critiquer cette façon de faire. Donc on est vraiment dans un apprentissage de la méthode, de donner une lecture critique des situations. Pourquoi ? Parce que l'information est partout et que notre rôle, et c'est en intelligence économique on fait ça toute la journée, c'est de trier, dire le bon grain de livret, d'être capable de dire ça c'est une information pertinente et là, elle va pouvoir percuter notre base de connaissances et nous faire apprendre mieux. Donc le rôle a considérablement changé, ça c'est clair. Ah oui, totalement. On est dans un rôle d'expert aujourd'hui et de créer l'esprit critique des étudiants. Absolument. Alors j'ai oublié de vous dire que si vous voulez poser des questions via vos smartphones, c'est possible, puisque nous aurons à la fin de la table ronde 5 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Moi j'en ai encore une autre parce que on est vraiment dans l'ère du savoir. On est un peu dans un champ de bataille aussi, parce que ça va être le siècle de l'intelligence et de la formation et de l'information. Et je pense que tous les acteurs doivent travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu chez Mazars, puisque nous avons créé une université et un MBA. Alors, nous voulons que cet MBA soit accrédité MBA, puisque le mot MBA, c'est un MBA qui est localisé. Donc, il y a le MBA de Harvard. Bon, mais le mot MBA est mondial, il est libre. Comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour former nos jeunes ? Nous qui allons les recruter, vous qui allez d'abord les former, nous qui allons ensuite les recruter et les reformer à notre métier. Est-ce qu'il y a une interaction un peu nouvelle aujourd'hui entre tous les acteurs de la société ? Alexis ?
Je continue un peu ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on se met autour de la table et on se dit on a envie de travailler ensemble, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire. C'est évident. On a besoin de s'irriguer mutuellement, regarder d'autres types de formations que nos étudiants pourraient suivre, voir ce que nous pouvons apporter à vos professionnels déjà en place. Enfin, je crois qu'il y a un maillage qui se fait naturellement et voilà, qui correspond un peu aux étourneaux de tout à l'heure. On se voit, on parle, on travaille, on vit. Voilà. C'est comme ça que les choses se font. Et surtout, il faut sortir d'une logique de pré-bande dont il faudrait absolument ne jamais sortir. Le chemin est tracé. Donc, voilà, si vous voulez, je dirige une fac de droit, donc il faut que je fasse du droit. Je dirige une école de sciences politiques, donc il faut que je fasse de la science politique. Mais alors, surtout, n'allons pas voir ailleurs. Mais au contraire, dans les projets qui arrivent sur ESPOL, on a déjà deux masters qu'on a fait habiliter, dont un qui s'appelle Agripol. C'est quoi Agripol ? On va faire bosser en langue anglaise en majorité, des étudiants qui ont suivi de la Sciences Po, avec des étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs, qui sont en dernière année d'école d'ingénieurs d'agriculture. Parce qu'à un moment, mes étudiants, avec tout l'avenir que je leur souhaite, vont peut-être travailler sur la principale politique actuelle européenne, donc la PAC, la politique agricole commune. Je dis, mais c'est quoi une jachère ? Ça ressemble à quoi une vache ? Dans certains cas, on a une vision qu'on en a, mais concrètement. Donc, je prends cette illustration-là parce qu'on va les envoyer, des étudiants en dernière année de sciences politiques, on va les envoyer 15 jours en stage dans une exploitation agricole. Allez voir comment on traite une vache, par exemple. Parce que quand on a des décisions à prendre sur des politiques de ce type, il faut qu'on sache à quoi ça correspond. Donc, à travers cet exemple, je vous dis qu'il faut que je demande à mon président s'il a déjà vu comment on traite une vache. Il n'y a pas de frontière à se donner et se dire qu'on est capable tous de parler de tout et de gérer, de s'accompagner mutuellement pour développer la formation. Je pense qu'il y a un enjeu qui est énorme pour les entreprises en termes de formation continue, mais pour compléter un chiffre par rapport à ce que vous donniez tout à l'heure, sur la population mondiale, aujourd'hui il y a 100 millions d'étudiants sur la planète. Dans 10 ans, il y en aura 300 millions. On connaît la démographie européenne. On va représenter quoi dans cet environnement ? Donc il faut intégrer ça pour justement continuer sur l'internationalisation, continuer ce qui est lancé, parce que l'enjeu, il est aussi là. Oui, rapidement, je vais rebondir là-dessus. Je pense que la globalisation, l'internationalisation est vraiment cruciale, de la même manière que la transdisciplinarité qu'on a évoquée tout à l'heure. Il est vrai, je vais parler de mon métier, des métiers du jeu vidéo et des métiers en fait, des industries de contenu, des industries créatives. Le jeu vidéo par rapport au cinéma, il y a quand même un levier qui est assez intéressant, c'est que l'interaction, quelle qu'elle soit, elle est universelle. Quand on déplace son petit Mario sur son écran, qu'on soit chinois, brésilien ou français, le petit Mario, il marche de la même manière et ce sont des codes et des mécanismes que nous comprenons tous. Donc cette industrie, elle s'adresse finalement, c'est une industrie mondiale de fait, contrairement au cinéma dont on pourrait dire que le cinéma peut être assez rapidement un cinéma culturel qui s'adresse à un public français, à un public indien et qui ne dépassera pas certaines frontières. Ça n'est pas le cas du jeu vidéo, donc ça c'est vraiment important que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, effectivement, le terrain de jeu est mondial et les enjeux sont mondiaux. Ça c'est vraiment crucial et en fait je travaille aussi beaucoup à l'école à faire en sorte que les étudiants puissent rester bien évidemment, développer des sociétés en France, mais partir, acquérir une expérience en stage dans des sociétés à l'étranger, vraiment, vraiment important. Autre critère qui me semble aussi important pour l'avenir et pour les jeunes de demain, on parle de transdisciplinarité, et il est vrai que de plus en plus, les concepteurs sont confrontés finalement à parler de différents médias, à exposer et à développer des projets sur différents supports, mais aussi on voit qu'il y a une sorte de rapprochement qui s'établit actuellement entre le cinéma d'animation, le jeu vidéo et le design de manière générale. Donc Supinfogame, qui fait partie du groupe Supinfocom, qui est aussi une école d'animation et une école de design, on met à disposition en fait, du temps pour que nos étudiants se rencontrent et élaborent des projets en commun qui dépassent simplement le jeu ou simplement le cinéma d'animation ou simplement le design industriel. Donc on a vraiment des portes ouvertes pour que ce soit interactif. C'est le cas aussi avec vous ?
Oui, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut travailler ensemble? J'allais dire oui, dans le milieu de l'éducation, osons entreprendre. Alors, c'est un peu souvent un mot grossier, osons entreprendre dans le milieu de l'éducation. Nous, quand on a créé Schema, c'est la fusion de 2 écoles en pleine croissance. Or, dans notre milieu, quand on fusionne des écoles, c'est en principe une est en train de mourir ou les deux se portent pas très bien et au fond, il y a un grand ordonnateur qui vient dire fusionner, ça réduira les ressources. Et quand nous avons fusionné l'ESC Lille et le CERAM, moi, mes camarades sont venus me dire, mais pourtant, vous étiez en croissance, vous n'étiez pas en train de mourir, qu'est-ce qui vous arrive? Donc c'est dire si le chemin est encore long pour oser entreprendre. Donc on peut faire ensemble des choses, ça c'est si on en a envie, et là je suis totalement d'accord avec vous. Nous on a eu envie de fusionner, de casser le modèle des business schools à la française et de projeter un modèle pour la France, effectivement. Après, quand on va sur des territoires comme la Chine, alors vous allez me dire tout le monde ouvre des programmes en Chine, ou l'Inde ou ailleurs, oui. Mais quand on va en Chine, nous sommes allés aux États-Unis, alors tout le monde nous a dit mais vous êtes fous parce que les États-Unis n'ont pas besoin de vous, certes, mais c'était pas parce qu'on pensait qu'ils avaient besoin de nous qu'on allait aux États-Unis. C'est pour dire qu'on a une certaine robustesse de notre modèle et que c'est pas idiot à un moment donné d'aller le confronter avec le modèle, on va dire hégémonique de l'enseignement du management qui est le modèle anglo-saxon et de démontrer aussi aux Américains que ensemble on peut arriver à faire des choses qui sont vraiment bénéfiques pour les deux parties. Et c'est ce qu'on a fait aussi en Chine. Et quand on va, j'allais dire, s'installer dans un pays, alors je ne sais pas comment vous avez fait vous, mais en principe, on signe avec 3 partenaires différents. C'est le niveau politique, parce qu'obligatoirement, il faut être soutenu à un moment donné par le territoire. C'est le niveau des entreprises, et nous ne nous mettons que dans des technopoles proches des entreprises pour être sûr de garder ce lien entre on forme des jeunes malgré tout pour qu'à la fin, ils aient un épanouissement professionnel et personnel. Et il y a le niveau académique avec lequel nous souhaitons être en complémentarité. On n'a pas du tout dans l'idée de dire c'est une grande compétition mondiale, l'éducation c'est devenu un marché concurrentiel, donc chacun va devoir se battre avec les autres. Je pense qu'il faut changer complètement la vision de ce type de structure et de se dire qu'on sera beaucoup plus fort à faire ensemble, notamment dans l'interdisciplinarité, notamment pour donner des programmes un peu hybrides, notamment pour essayer de raisonner un peu différemment et d'accompagner les entreprises dans les différentes régions dans lesquelles elles sont. Et là, on arrivera à promouvoir un modèle différent, un modèle basé sur le changement qui réponde effectivement aux attentes de cette masse d'étudiants, de travailleurs de l'économie de la connaissance que nous aurons à former dans les prochaines années. Donc c'est ça la créativité française, puisqu'on est dans Osons la France. On a tous osé, Mazars aussi. Moi, je suis dans une entreprise qui a osé dans un monde anglo-saxon où il y avait 8 grands acteurs qui nous disaient « Ah, vous allez mourir, on est toujours là 20 ans après et on est le 5e, donc on n'est pas mort ». Donc c'est osé. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier message aux jeunes, puisqu'il y a une question aussi qui a été posée, comment rendre les étudiants acteurs de leurs études? Qu'est-ce que vous donnez comme message aux jeunes tous les 3? Moi, le message que je leur ai donné là, le 12 septembre à la création d'Espol, c'est qu'on allait le faire ensemble. Alors, vous me direz, c'est simple, hein, ça venait d'ouvrir. Donc, on se dit, voilà, on va le faire ensemble. Et je les vois régulièrement, je l'ai encore vu hier. On parle de projets, on fait bouger les choses. Il y a des discussions autour de tout. Donc, voilà, il faut leur faire confiance, c'est tout. Ils sont beaucoup plus riches qu'on ne le présente classiquement. Et se dire aussi qu'on a des discours qui nous expliquent que voilà, le niveau du bac baisse année après année, ça devient une catastrophe. Oui, sur certains aspects, on ne peut pas le nier. Maintenant, nous, notre responsabilité, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour garder le niveau et en fait augmenter le niveau des objectifs pédagogiques qui sont les nôtres et pas se dire tout simplement bon voilà on s'adapte, hein, on va baisser un petit peu ci, un petit peu non, il faut y aller. Ils ont un nombre de compétences, de capacités insoupçonnables. Vous leur faites confiance, vous les lâchez tout en les accompagnant quand même, en les regardant un petit peu. Il ne faut quand même pas les lâcher complètement, mais allons-y. Vous leur dites ça, allons-y, vous y croyez, vous allez réussir votre vie. Allons-y alors. Voilà le message d'Alexis. J'ai envie de dire la même chose, puisque moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément de choses possibles, et certainement beaucoup plus qu'à d'autres périodes. Et le tout est possible. Donc, donnez-vous les moyens de faire ce que vous avez envie de faire et ayez confiance en vous, parce qu'effectivement, je suis la première à être surprise par le talent de mes étudiants.
le mot de la fin. Oui, moi je serais totalement d'accord avec vous, et c'est beaucoup autour de l'audace et du coup du corollaire et du respect et de l'humilité. Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que nous avons des atouts en France avec notre modèle d'éducation qui sont absolument colossaux. On a tendance soit à se dire qu'on prend la grosse tête d'un côté, soit à se dire que c'est toujours meilleur chez les autres. Il faut que les étudiants prennent conscience de la valeur de ce que nous faisons globalement et collectivement pour eux, que la reconnaissance de ce modèle d'éducation, eh bien, c'est une réalité à l'international. On est fort, nos écoles sont fortes, nos universités sont prestigieuses, il ne faut pas en avoir honte. Mais parallèlement à ça, quand on se compare et quand eux vont se comparer avec des cohortes d'étudiants venant de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique latine ou d'ailleurs, il faut qu'ils aient beaucoup de respect et d'humilité par rapport à ce que font ces gens et comment ils se sont battus et comment ils ont créé leur apprentissage pour que nous, nos étudiants, puissent à un moment donné aussi se battre à armes égales. Et ça repose sur beaucoup d'audace. Je suis d'accord, il faut qu'ils osent s'expatrier, ils doivent partir, mais ils doivent promouvoir ce modèle de l'enseignement à la française et surtout avec beaucoup de respect et d'humilité. Donc beaucoup d'audace, mais pas d'arrogance envers les autres et oser. Alors on a tous osé, parce que moi je dois vous avouer aussi que je vais rendre le micro à la professionnelle, parce que moi c'est ma 2e table ronde, donc j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai osé, et ben j'ai adoré. Au revoir. Eh ben bravo. Vous avez mené ça comme une vraie maîtresse de cérémonie. Merci à vous. Merci.